Nous commençons avec ces images d'inondations qui ont été signalées là-bas à Dubaï. Eh bien, cela fait déjà plusieurs jours en fait, c'est déjà la deuxième semaine avec de fortes pluies dans cette région du monde. Une autre situation qui attire également l'attention est cette attaque qui a eu lieu en Méditerranée. Pour la première fois, les services de renseignement ukrainiens auraient attaqué un pétrolier de la flotte de l'ombre en eau neutre en Méditerranée. Il y a un sujet que tu observes. Comment le conflit s'étend, comment la guerre se propage. Le pétrolier Kundil a été touché par des drones aériens, ce qui lui aurait causé des dommages critiques. Désormais, ce navire ne peut plus être utilisé par la Russie à ses briefings. Eh bien, cela fait partie, j'insiste, de cette avancée stratégique menée par l'Ukraine pour arrêter la guerre en interrompant le trafic pétrolier russe. D'autre part, cette image attire l'attention, où dans un avion, ils doivent descendre. De cette manière, il n'y avait pas d'escalier pour les passagers disponibles. Alors, après des heures d'attente, les passagers ont décidé de sauter. Sans même avoir le toboggan habituel, ce qu'ils appellent le toboggan d'évacuation, eh bien, ils ne l'avaient même pas. Alors, ils ont dû sauter directement au sol, et c'est comme ça qu'ils descendaient de cet avion, j'insiste. C'est en République du Congo. On remarque aussi ces énormes manifestations. On commence à voir de plus en plus intensément les protestations que nous voyons en ce moment. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui envahissent les rues de Lituanie. Et en Lituanie, le gouvernement s'est peu à peu aligné de plus en plus sur Vladimir Poutine. Les gens rejettent donc ce mouvement et demandent qu'il y ait une résistance démocratique. Attention sur ce sujet, un autre point qui attire également l'attention et qui est important, c'est ce message. Vladimir Poutine apparaît, dans lequel on lui dit de faire un clin d'œil s'il connaît l'existence des extraterrestres, pas de confirmer l'existence des extraterrestres. Avec ce clin d'œil, eh bien apparemment il cligne des yeux à la personne, il ne lui fait pas un clin d'œil, il cligne des yeux. Eh bien ça aussi, ça attire l'attention aujourd'hui, ça fait partie de tout ça en fait. Interview publique de Poutine aujourd'hui. Au fait, cela attire aussi l'attention, c'est au Chili, ce n'est pas en Amérique du Nord, ni en Europe du Nord, ni en Asie. La veille de Noël au Chili, eh bien à Ocon, Nevada, cela attire aussi l'attention. Aujourd'hui, nous allons faire attention pour voir dans quelle partie du Chili c'est. On nous a envoyé ça de là-bas. Et eh bien, je remercie pour le commentaire. On signale aussi une panne de courant là-bas à Rostov, en Russie. Nous te parlons également de la panne de courant qui se vit aux États-Unis. D'ailleurs, cela a aussi fortement touché ces régions-là. Et donc, nous allons discuter de ce qui se passe dans le monde. Comment allez-vous ? Nous sommes en direct, merci beaucoup de nous accompagner. Nous allons donc rester ici à discuter, à parler de ce qui se passe sur la planète. Et pour commencer, je pense qu'on va commencer avec des informations, non ? Aujourd'hui. Au fait, il y a un petit moment, il y a eu une panne mondiale de Glover qui a affecté des milliers de sites internet. Il y avait l'erreur 502, je suis sûr qu'ils en parleront. L'équipe technique est en train d'analyser les pannes intermittentes, c'est la deuxième panne. D'une manière vraiment frappante de la part de cette entreprise, ça attire l'attention. Quel type de piratage ou qu'est-ce qui se passe exactement ? Il subit à nouveau des interruptions de service liées à l'erreur 502, ce qui affecte plusieurs sites internet. Ce que fait cette page, eh bien, ceux qui ont des connaissances en création de sites web comprendront mieux que moi le sujet. Mais c'est une entreprise qui, en gros, clone ta page pour que lorsque ton serveur tombe en panne, il te permette d'avoir une sorte de clone. Donc pour le public, la page ne tombe jamais, n'est-ce pas ? Parce qu'il est très facile qu'elle soit interrompue, que tu aies soudainement beaucoup de trafic et qu'elle tombe d'un coup. Donc avec ça, ça aide à ce que ta page soit toujours disponible, n'est-ce pas ? C'est un service que de nombreux sites utilisent, des pages de toutes sortes. Mais quand il tombe en panne, alors qu'il est censé te protéger et éviter que ta page ne tombe pas. Eh bien, alors, il commence à y avoir des erreurs, encore et encore. Et cela, eh bien, ça s'est produit dans différentes parties du monde. Il signale des erreurs sur de très nombreuses pages, à cause de la panne de Clover, encore et encore. Il y en a déjà eu plusieurs ces derniers mois, non ? Que s'est-il passé avec l'attaque en Méditerranée que je vous montrais tout à l'heure ? Cela attire l'attention, allons voir les détails, ce cas est très intéressant.
Surtout en pensant que c'est la première attaque de ce genre. Et qu'on voit peut-être que des attaques vont commencer à se produire à un autre niveau, c'est-à-dire contre des intérêts russes. Mais dans une autre région du monde, quand on parle de la Méditerranée, là-bas il y a l'Espagne, l'Italie, la partie nord de l'Afrique, même Israël, qui a aussi une connexion à la Méditerranée, c'est toute cette zone. Tout à l'heure, nous irons de toute façon à la carte, mais allons d'abord dans les détails. Le service de sécurité d'Ukraine, qui est le service de renseignement de l'Ukraine, a mené une opération inédite avec des drones contre une attaque, qui fait partie de la flotte fantôme russe utilisée pour contourner les sanctions. À environ 2000 km de l'Ukraine, c'est à cette distance que l'attaque est lancée. Et cela, attire l'attention, j'insiste. Comment la guerre va-t-elle s'étendre? Pour nous donner une idée, allons voir la carte, non? Voici l'Ukraine, le front des batailles, ici à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Mais la Méditerranée, c'est bien cela, non? Tout cela jusqu'ici? Toute cette zone, c'est la Méditerranée, et s'il y a une connexion avec la mer Noire et la Méditerranée, la mer Noire et la côte. Avec l'Ukraine, c'est ça, et si elle existe? À travers ce passage de la Turquie, oui, ici, ça se connecte, et il est possible de passer, disons, de la mer Noire vers la mer de Turquie. Non, ça aussi c'est important. Voilà, c'est par ici, parce que là, on dit un passage d'un côté à l'autre. C'est par là que passent tous les cargos. Maintenant, l'attaque a lieu déjà en mer Méditerranée. C'est la première fois que cela arrive. L'opération a été menée par le service de sécurité d'Ukraine, plus précisément par l'unité d'élite appelée Alpha, à l'aide de drones aériens. Des sources du renseignement à Kiev, rapportées par Anne Kriform, indiquent que l'attaque en Méditerranée orientale a gravement endommagé le pétrolier, le rendant inutilisable. Le navire Commandera d'Oman ne transportait pas de cargaison au moment des faits, ce que les autorités ukrainiennes ont souligné pour préciser la situation. Qu'il n'y a pas eu de risque écologique, car ils veillent à ce que les attaques ne présentent pas de risque écologique. C'est la 4e attaque contre ces navires, la première dans cette zone. Cela remonte à 2 semaines. Vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs attaques, en mer Noire, également contre des pétroliers. Ils étaient aussi vides, pensant qu'en cas de fuite ou d'incident, il n'y aurait pas de graves conséquences écologiques. Cela circule aussi par là. Bon, passons à d'autres sujets. Que se passe-t-il avec la panne de courant aux États-Unis? Que se passe-t-il avec le 13 Atlas? Que se passe-t-il avec l'avertissement? Et maintenant de la guerre contre le Venezuela, de Donald Trump contre le Venezuela, avertissant qu'il était possible qu'il y ait une guerre. Et cela, nous allons aussi en parler, ainsi que d'autres choses. Passons donc à d'autres sujets importants. Une série de coupures de courant assez importantes sont signalées aux États-Unis. Regardez tous les États qui subissent des coupures de courant en ce moment. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une coupure qui touche pratiquement un demi-million de personnes en ce moment même aux États-Unis. Ils n'en ont pas. Non, pas des personnes, mais des clients, c'est-à-dire des clients. Une maison sans électricité abrite pourtant 4 ou 5 personnes. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des millions de personnes qui n'ont pas d'électricité aux États-Unis. Et cela s'est montré par Power Outage, qui est ce site web qui montre précisément l'état de l'électricité aux États-Unis en temps réel. Oui, donc, c'est vraiment très dur. Actuellement, 560 et 11 000 foyers, soit un demi-million, dont des maisons et entreprises, sont privés d'électricité. Voyons en détail ce que l'on sait sur ce sujet. Mais pour commencer, je dois vous dire qu'il est rare de voir un effet aussi important. En ce qui concerne les phénomènes climatiques, car il s'agit d'un phénomène climatique ou de ce qui en est la cause. La même ENOA avait déjà averti qu'il y aurait des risques de coupure d'électricité. Mais je ne pensais pas à ce point, c'est étrange de voir cela dans l'État le plus touché. C'est le Colorado qui est ici, vous le voyez, il est littéralement coloré, l'État n'est pas de cette couleur. Cela signifie qu'il y a entre 100 000 et 500 000 clients sans électricité. En ce moment, il y a seulement dans le Colorado 5 576 clients sans électricité. Ensuite, il y a la Virginie occidentale, le Connecticut, New York, la Virginie, le Massachusetts, la Pennsylvanie, le Montana et d'autres États.
On va en parler tout de suite. Mais d'abord, je veux préciser que cela vient d'une puissante tempête hivernale, déjà évoquée ici, qui commence à avoir des conséquences. Eh bien, regardez-moi ça. Et ils estiment qu'entre 1,5 et 3 millions de personnes seraient sans électricité. C'est 596 000 clients d'électricité qui sont maintenant déjà 571 000. Donc le nombre a un peu baissé. C'est-à-dire que l'électricité revient déjà dans certains endroits. Mais il y a un instant, il y avait 596 830 personnes. 30 clients, pardon, sans électricité. Washington, Oregon, Idaho connaissant également des coupures de courant. Et cela fait évidemment partie de la tempête déjà attendue. Que se passe-t-il ? Est-ce lié à la panne ? Eh bien, la tempête hivernale qui frappe Washington, l'Oregon, l'Idaho et qui apporte des vents, attention, allant jusqu'à 180 km/h, bien plus élevés que prévu. Ici, nous avions signalé l'arrivée des rafales et qu'ils pensaient qu'elles allaient se reproduire. Aujourd'hui, on signale des rafales allant jusqu'à 140-144 km/h et même des pointes à 180 km/h. Évidemment, cela provoque la chute de poteaux et d'arbres. Hier, nous avons vu une image où de nombreux arbres tombaient. Eh bien maintenant, ce phénomène frappe cette région. Nous allons voir en temps réel comment sont les vents en ce moment. Et ici, ça ne s'arrête plus. C'est vraiment très fort. D'abord, dans le nord-est des États-Unis et au Canada, ce phénomène frappe très fort. Là, ce sont littéralement des vents de force ouragans. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on atteint déjà les 120 km/h, plus de 100 km/h. Et puis il y a ce phénomène, celui qui frappe l'Oregon, Washington, et c'est celui qui provoque le plus de coupures de courant en ce moment. Un phénomène non seulement froid, mais aussi avec des vents très intenses. Regardez simplement le phénomène qui est en train de se produire en ce moment. Oui, voilà, pour l'instant, nous allons actualiser la page. Pour l'instant, ça s'est déjà étendu jusqu'à ce point et à l'est jusqu'à ce point. C'est ce que j'ai de plus proche de, disons, plus ou moins 11 heures à peu près. C'est la dernière mise à jour que nous avons. Celle-ci montre que ça s'est déjà étendu beaucoup plus à l'intérieur du territoire des États-Unis et ça va continuer à avancer de cette manière. Voici les prévisions. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, plus qu'une tempête, ce sont des rafales de vent très violentes. Il y a des rafales atteignant 180 km/h, par exemple, à Washington, mais aussi dans d'autres régions, comme au col de Sacoilmi, jusqu'à 132 km/h. Le service météorologique national a confirmé et alerté que des rafales similaires touchent de nombreuses zones. À Paradise, au Mont Rainier et à la base aérienne de Whittle Blake Island, ils assurent qu'il y a également un rapport de 140 000 clients actuellement privés d'électricité qui ne sont pas encore comptabilisés dans le rapport PowerEdge. Il est possible que ce rapport augmente tout à l'heure. Coupure de courant dans l'Oregon. Eh bien, les vents soufflent très fort en ce moment, donc il serait logique qu'il puisse y avoir plus de coupures de courant. Tenez-en compte. Si vous nous écoutez, il faudra peut-être un peu de patience avec ce sujet. Dans l'Oregon, ils subissent aussi de vastes coupures de courant, surtout dans la vallée de Wilmette et la région métropolitaine de Portland, où Portland General Electric et Pacific Power ont signalé de fortes interruptions. Les zones rurales ont également subi des chutes d'arbres et des dégâts structurels. Idaho. Bien que le nombre d'utilisateurs touchés ait été moindre, les dégâts ont été particulièrement importants dans la région nord et ouest de cet État. La récupération est compliquée par le terrain difficile et le mauvais temps persistant. Comment répares-tu cela maintenant ? Oui, le temps est vraiment difficile, mais bon, ils essaient quand même. Les alertes de vents violents sont en vigueur en ce moment dans toute la région. Cela complique le travail des équipes de réparation, et les autorités donnent la priorité à la restauration des infrastructures critiques et des centres urbains densément peuplés. Ce qui est prioritaire en premier, ce sont évidemment les villes, à cause du nombre de personnes touchées. Voilà, c'est le protocole, disons maintenant. La tempête n'arrive pas seule, elle apporte de fortes pluies, saturant les sols, ce qui crée des conditions parfaites pour la chute d'arbres et des coupures massives d'électricité. Cependant, les coupures qui ont eu lieu il y a quelques jours, vous vous souvenez du 17 décembre, ont été causées principalement par le vent, et non par les inondations.
Aujourd'hui, le phénomène se répète. On signale la fermeture des écoles et des bureaux publics, et les autorités ont émis des alertes pour éviter tout contact avec des câbles tombés et les déplacements inutiles. Il vaut mieux ne pas le faire, c'est-à-dire sortir seulement pour ce qui est vraiment nécessaire et essayer de rester à la maison en ce moment situé dans ces conditions extrêmes. Selon ce que rapporte le service météorologique de ce pays, les États-Unis. Le système orageux va continuer à se déplacer à travers toutes les grandes plaines, voire même jusqu'aux grands lacs. Tout cela avance dans cette direction. Et ici, il y a déjà pas mal de vent. D'après les rapports, il y a des prévisions de nouvelles rafales de vent pour les prochains jours, et même de la neige, comme nous l'avons déjà mentionné hier. Hier, nous avons signalé comment la neige allait arriver dans les prochains jours. Et tout ce territoire va continuer à s'étendre, allant même jusqu'à la frontière avec le Mexique. Il est possible peut-être que quelque chose nous atteigne aussi de ce côté, alors restons attentifs à cette situation, n'est-ce pas? Ça a un impact fort sur le climat, n'est-ce pas? Les coupures de courant, avant de quitter ce sujet pour une dernière mise à jour, pour voir comment ça évolue, nous observons. Regarde, 560 et 11 000 personnes ou clients sans électricité, on va actualiser la page ici en direct, 560 et 11 000, 582 000. C'est-à-dire, il n'y a plus rien d'autre, depuis qu'on a commencé la note, ce rapport. Il y a 8 minutes, il y avait déjà plus de 10 000 clients supplémentaires sans électricité. C'est-à-dire, le problème ne se termine pas, au contraire, il continue de s'étendre, et je vous dis que le problème des coupures de courant est vaste. Regardez, le Texas aussi, tu vois. Combien y a-t-il? 12 000 clients sans électricité. Ici, on me signale le Colorado, qui est celui qui en a le plus. C'est le Colorado, il a, voyons, mettons à jour, mais c'est bien le Colorado. C'est 100 721. Regarde ici pour mieux voir. Là, c'est le Colorado. Virginie est en deuxième position. Connecticut avec 56 000, New York avec 46 000. Et là, tu y vas. Non, bah là, tu y vas, là, tu y vas, là, tu y vas, et on va tout voir d'un coup, voilà. Regarde par État. Virginie occidentale. Colorado, Virginie est source d'événements. Énergie des cellules. Mieux vaut éviter de le faire par État ou compagnie, sinon ce serait interminable. New York. Et il y a même les zones exactes, n'est-ce pas? D'où le problème se produit, non? Massachusetts. Non. Bon, je veux dire, on ne va pas s'arrêter sur autant de détails, mais c'est quand même impressionnant. Non, passons à une autre information importante sur le monde. Écoutez, eh bien le 3 et Atlas continuent de surprendre et nous allons entrer dans les détails, pas de ce qui se passe dans ce sens. C'est bien là. Voici l'une des images qui a été montrée il y a quelques heures. Quand on est arrivé au point, eh bien c'est arrivé dans la nuit, c'est arrivé pratiquement vers minuit. C'est à peu près à ce moment-là que Atlas s'est rapproché de la Terre. En ce moment, il est déjà en train de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner. Le 3 et Atlas surprend à nouveau. Cette fois-ci, non seulement avec des images, mais aussi on aurait réussi à mieux le capter avec les outils sur Terre et dans l'espace pour déterminer ses caractéristiques chimiques, sa vitesse, la taille de son noyau, et ainsi comprendre un peu mieux quelle dynamique a ce phénomène depuis l'espace. Depuis la station spatiale, nous avons capturé cette image, probablement l'une des plus belles et spectaculaires jamais prises. Eh bien, en publiant maintenant, regardez, ceci est publié directement, je veux juste que vous le voyiez, je veux que vous le voyiez. La voici. Ceci est sur la page de la Station Spatiale Internationale, la page, disons, confirmée, disons, non vérifiée. Je le dis parce que je veux que vous voyiez ça, oui. Enfin, la traînée, elle est impressionnante. À cette hauteur, avec une traînée de cette taille, évidemment, tu te dis que c'est tout. Cette traînée est censée être composée de matière, non? De petits morceaux de glace, de choses qui fondent là. Donc toute cette traînée est énorme. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que à cette distance,
l'arrière devrait déjà avoir disparu. C'est-à-dire que cela, évidemment, est important. Maintenant, juste pour que vous puissiez estimer, la queue est estimée entre 1 et 1,5 million de kilomètres. C'est un sujet sur lequel il faudra attendre la confirmation des scientifiques. Mais bon, c'est vraiment impressionnant. Et à quelle distance l'observons-nous pour pouvoir estimer la taille de tout ce phénomène ? La distance depuis la Terre est de 274 millions de kilomètres. C'était le point le plus proche où cette image avait pu être capturée. Voici plusieurs images spectaculaires. La vérité, c'est que la voilà, ce n'est pas une image de plus. En voici une autre. Elle est déjà à l'horizon. On voit la Terre, évidemment, parce que c'est depuis la station spatiale, mais elle tourne et on peut voir l'Atlas 13 en train de tourner sous différents angles. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, il y aura plus d'images dans l'après-midi et maintenant nous allons voir. Toute cette journée sera, je pense, remplie de nombreuses images. Et espérons que plus tard, au moins certains observatoires universitaires et tout cela pourront peut-être révéler plus de choses, plus d'informations sur ce qui se passe. Pour le moment, il n'y a pas de publication qui parle d'une nouvelle anomalie. Quelques détails, comme la taille de la queue, existent mais restent à confirmer. Alors attendons d'avoir les données déjà vérifiées et ensuite nous pourrons discuter de ce qui se passe avec le 13 Atlas. Une autre situation très difficile, terrible, c'est cet individu qui est apparu là-bas à Taïwan, qui avait ce qu'on appelle une arme blanche, c'est-à-dire un couteau. Quelque chose comme ça, et il a commencé à lancer des bombes fumigènes sur les gens. Les gens me surprennent énormément, et quand ils voient quelque chose comme ça, ils ne réagissent pas. Ils pensent que c'est un spectacle, un show. Je ne sais pas, non, ils ne réalisent pas ce que fait cette personne, c'est-à-dire les gens marchent presque normalement là-bas à Taïwan. Et cet individu, malheureusement, a éliminé 4 personnes et en a blessé 4 autres. Voyons, le maire dit, j'ai ici le rapport, il dit, au moins 9 personnes ont été blessées, selon le maire de cette zone de Taipei, qui dit que 4 d'entre elles sont dans un état grave. Armé d'une arme blanche et utilisant de la fumée, le suspect a été hospitalisé après avoir sauté. Apparemment, il n'est pas clair s'il voulait mettre fin à ses jours ou autre chose. Mais bon, c'est un de ces gars, vous voyez ? Qu'ils ont, je ne sais pas, quelque chose. Ils ont un truc dans la tête, il leur arrive quelque chose et ils commencent à attaquer les gens. Mais regardez, c'est que les gens s'approchent et tout, et les gens marchent normalement, non ? Je veux dire, tu te dis qu'il a une arme blanche, il lance des bombes fumigènes. Ça ne va pas être quelque chose de bien, n'est-ce pas, hein ? J'imagine qu'il ne s'imagine pas, je ne sais pas ce qu'il croit, n'est-ce pas ? Peut-être que tout le monde réagirait pareil, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, mais oui, ça m'interpelle parce que la tranquillité des gens là-bas est un peu perturbée. Mais non, ils ne réagissent pas. Je trouve ça très curieux. Une autre situation qui attire aussi l'attention aujourd'hui, c'est qu'il continue d'apparaître de nouvelles images. Cette fois-ci, c'est en Italie, sur l'île d'Elbe. Là-bas, cette inondation est apparue, elle a frappé fort et a déjà causé quelques dégâts. Cette inondation est signalée, j'insiste, sur cette île italienne appelée Elbe. Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui, c'est l'arrivée du président Zelensky. Il s'agit d'une visite en Pologne, pas à Varsovie, au cours de laquelle il aura une réunion avec le président polonais, Karol Nawrocka, et d'autres hauts fonctionnaires de la Pologne. Son pays voisin est un pays qui s'inquiète de la situation en Ukraine et qui avertit que cela pourrait s'étendre à la Pologne. Évidemment, cela suscite de l'inquiétude en Pologne. Un autre sujet que nous avons en suspens et auquel nous prêtons attention pour la communauté qui nous regarde au Honduras, c'est que, le Conseil national électoral du Honduras a déjà commencé le dépouillement. Cela depuis hier, et ils sont en train de comptabiliser les procès-verbaux. Les élections ne sont pas suspendues, comme cela avait été tenté par la présidence du Honduras. Il semble que les élections et leurs résultats y seront respectés. C'est une bonne chose. J'espère une bonne nouvelle pour le Honduras parce qu'il y a eu la tentation d'annuler les élections et cela, c'est pratiquement une sorte de coup d'État. Pourquoi si tu perds les élections, dis-tu « Ah, alors elles ne valaient sans rien ?» N'est-ce pas ? Parce qu'il y a eu des détails, peu importe lesquels ? Bon, apparemment tout va continuer maintenant.
Donc cela prend une tournure positive et espérons simplement que ce que les gens voulaient les voter soit respecté, n'est-ce pas? Donc cela aussi sera important et passons maintenant à d'autres sujets intéressants de ce qui se passe dans le monde. Tout d'abord, je veux vous dire qu'ils sont en train de perquisitionner les domiciles de plusieurs députés proches de Jair Bolsonaro. Et ils leur auraient saisi approximativement, rien que dans leur, disons, domicile, 70 000 $ en cash. La police fédérale brésilienne a perquisitionné les domiciles de Sóstenes Cavalcante, chef du Parti libéral à la Chambre des députés, et de Carlos Jordi, député du même parti, pour des soupçons de détournement et de dissimulation de fonds publics. L'opération, autorisée par le juge et la Cour suprême Flávio Dino, fait partie de l'enquête pour corruption. Eh bien, il y a une sacrée purge de politiciens au Brésil, on verra bien ce qui se passe, mais oui, c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Une affaire qui a pris énormément d'ampleur. Au fait, on parle aussi déjà du héros là-bas en Australie, celui qui a réussi à désarmer l'un des terroristes qui était en train de tirer. Les gens reçoivent un chèque de Unpoint. Unpoint, qu'est-ce que c'est un 6 millions de dollars. 1,6 million de dollars américains? Oui, c'est cette personne, oui, eh bien, elle s'est rétablie, il est possible qu'elle perde une main ou une partie de la main, ils essaient de la lui sauver. Il est originaire de Syrie, c'est un Syrien qui vit en Australie et qui l'a affronté, blessé aux jambes. Il a affronté l'un des terroristes, il lui a pris son arme. Les gens ont commencé à lui donner de l'argent pour qu'il puisse se rétablir, car cela allait coûter cher. Les hôpitaux pour le traitement de ses blessures. Et on s'attendait à 300 000 $. Il me semble que c'était l'idée pour couvrir tout ce qu'il fallait dépenser à l'hôpital. Et ils sont arrivés à 650 000 $ américains, ce qui fait un peu plus de 2 millions de dollars australiens. Eh bien, 1,6 millions de dollars américains d'après ce qui est rapporté. En plus d'être un héros et d'avoir reçu des politiciens, il faudrait plus de héros, d'autres aussi. Il y a eu 2 autres messieurs âgés qui ont aussi affronté les terroristes, 2 messieurs. Malheureusement, ils tentent de les affronter et de leur prendre leurs armes, sans succès et sont tués. Il y a eu plusieurs héros, pas seulement lui ou nous, certains ont perdu la vie. Il y a aussi un policier, le même policier qui abat l'un d'eux, c'est-à-dire qu'il abat le père et le fils à environ 45 mètres de distance avec un pistolet. C'est lui qui leur ôte la vie. C'est lui qui, disons, finit par éliminer ces 2 personnages. Quoi? C'est un autre sujet qui attire aussi l'attention. Passons à d'autres points importants. Donald Trump dit qu'il est possible qu'il y ait effectivement une guerre avec le Venezuela, qu'on ne peut pas écarter cette situation dans un tournant. Eh bien, Donald Trump disait que non, qu'il n'allait pas y avoir de guerre, que non. Plus. C'était avec le thème du narcotrafic, ici et là, eh bien cela prend une tournure différente. Donald Trump n'écarte pas une guerre avec Maduro. Le président américain prévient que les saisies d'eau de pétrole pourraient augmenter et n'exclut pas un conflit armé direct avec le Venezuela. Donald Trump. Aujourd'hui, le 19 décembre, il laisse donc ouverte la possibilité d'une guerre ouverte contre la dictature de Nicolás Maduro au Venezuela, a-t-il affirmé lors d'une interview avec NBC News. Lorsqu'on lui a posé directement la question à ce sujet, il a répondu « On ne peut pas écarter cette possibilité. Il n'a pas hésité, il l'a dit directement et, eh bien, cela attire aussi l'attention. Donald Trump a confirmé que son gouvernement allait poursuivre la saisie du pétrole, lié au régime chaviste, sous l'accusation de financer le terrorisme lié à la drogue. En fait, dit-il, 28 attaques contre des navires ont déjà eu lieu, avec plus de 100 morts selon les chiffres qui ont été révélés. Dans cette même interview, Donald Trump, il n'a pas été clair sur le fait que son intention soit de renverser directement Maduro, et sur ce point, il n'a vraiment pas été clair. Cela attire l'attention, dit-il, et il lance une phrase qui a suscité de l'incertitude. Il dit « Il sait exactement ce que je veux. Il le sait mieux que personne, c'est-à-dire que... » Maduro connaît parfaitement les intentions de Donald Trump. Mais il n'a pas dit non. Il dit « Il sait exactement ce que je veux. Il le sait mieux que personne.
que personne, il ne le dit pas. À la question de savoir si ces actions peuvent déboucher sur une guerre, Trump répond « Non, j'en discute ». Je répète, si le Venezuela défie les États-Unis, il subira plus de blocus maritimes. Et s'ils sont assez insensés pour naviguer, ils reviendront dans l'un de nos ports, dit-il, aussi. Eh bien, ce sujet, ce mouvement qu'ils font, génère évidemment aussi, non seulement, un mouvement étendu, le plus grand, le plus important. Mais ce ne sera pas seulement vers le Venezuela, ils cherchent aussi à arrêter tout le trafic de substances illégales. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe, mais passons à d'autres sujets, parce qu'il y a un peu de tout de suite. Il est frappant de constater que l'Iran serait, disons, en train de se nucléariser, pour ainsi dire. On travaille sur un site nucléaire qui avait été attaqué de manière très intense par les États-Unis. Et cela, d'un côté, honnêtement, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'on n'en parle vraiment plus, n'est-ce pas? Ce site, un site donc de développement nucléaire, est actif, selon ce que montrent les images satellites. Ils ont déclenché l'alerte au sein de la communauté internationale, car l'Iran a repris toutes les activités dans une installation nucléaire clé qui avait été attaquée pendant la guerre en juin. La guerre au bout de 12 jours. Il s'agit donc d'un plan dont on ne sait pas clairement où l'Iran veut en venir, mais qu'il est actif. Il est actif. Il s'agit, dit-il, d'une usine pilote d'enrichissement de combustible. Radioactif, à la TANS, un point clé du programme nucléaire iranien. Le rapport provient de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, qui est soit l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Il a détecté des panneaux récemment installés sur la structure anti-drone de l'usine. Cette mesure pourrait dissimuler des mouvements internes pendant que l'équipement et le matériel sensible sont récupérés à l'intérieur des décombres. Eh bien, il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, c'est justement ce qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Pendant ce temps, dans un autre message donné aujourd'hui, Vladimir Poutine n'exclut pas, dit-il, la paix avec l'Ukraine. Mais il dit aussi, tant qu'il y a avant tout que les détentes, que les fonds détenus à Bruxelles ne soient pas, soient pas bloqués, et aussi qu'il y ait des élections en Ukraine. C'est une série de demandes où tu te dis, bon, tu y vas, tu envahis, et ensuite tu exiges, en gros, tout en ta faveur, non? En gros, c'est ça l'affaire ici. Il n'exclut pas, dit-il, des avancées ou des négociations avec l'Ukraine, mais il affirme que les troupes russes, selon lui, avancent comme sur toute la ligne de contact avec l'Ukraine. Un sujet qui a été démontré maintes et maintes fois. Cette année, on a avancé de 1,5 km, ce fut la progression d'une année entière, mais au prix de milliers de pertes humaines. Et ça, eh bien, c'est ce qu'il n'a pas dit dans ce commentaire. Un autre sujet qui attire aussi l'attention et qui commence à devenir de plus en plus pertinent, c'est que la crise que traverse Gaza reste une crise qui n'est pas terminée. L'Organisation des Nations Unies aujourd'hui. Et ça, c'est au moins une nouvelle qui n'est pas mauvaise, disons. Est-ce qu'on déclare à partir de maintenant la fin de la famine à Gaza? C'est-à-dire, il n'y a plus de famine. Attention, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de faim ou de malnutrition, mais la famine, la phase la plus grave, c'est de cela que je parle. Il n'y a plus de manque de nourriture, ça c'est déjà écarté, c'est-à-dire qu'il y a déjà assez de nourriture, au moins pour subsister dans des conditions minimales. Plus d'1,5 million de personnes auront besoin d'un soutien international soutenu au cours des prochains mois dans l'enclave pour, réactiver une vie essentiellement normale dans la région. Je dis normale, entre guillemets, mais la vie ne laisse pas. L'organisme spécialisé a classé la sécurité alimentaire comme intégrée dans ses phases qu'ils assurent. Il souligne que malgré l'amélioration constatée après le cessez-le-feu entre Hamas et Israël, déclaré le 10 octobre l'urgence alimentaire, disent-ils, persiste. Il n'y a plus de famine, mais il y a une urgence alimentaire, assure cet organisme. Un autre sujet qui attire l'attention aujourd'hui est la grave pénurie de carburant qui sévit à Cuba. Un problème qui a entraîné des coupures de courant encore plus longues. Environ 60% de l'île sera dans l'obscurité ce vendredi. La combinaison de panne et du manque de carburant aggrave la situation pour des millions de foyers. Jusqu'à 58% de la population cubaine subira des coupures de courant simultanées ce vendredi pendant les heures de pointe de la demande électrique.
dans le cadre de cette profonde crise énergétique que traverse actuellement ce pays. La combinaison des pannes et du manque de carburant aggrave la situation. Aujourd'hui, vendredi, en raison de cette combinaison de pannes et de pénurie de carburant, des foyers subiront des coupures de courant simultanées. Ce vendredi, pendant les heures de forte demande électrique, la combinaison des pannes et du manque de carburant aggravera la situation. D'aujourd'hui vendredi. La combinaison des pannes de carburant aggravera la situation pour les foyers. D'aujourd'hui vendredi. La combinaison des pannes de carburant aggravera la situation de d'aujourd'hui vendredi. La combinaison de panne aujourd'hui, la combinaison de panne de carburant aggravera la situation des foyers. Le vendredi, la combinaison de panne de carburant aggravera la situation des foyers. Ce vendredi, la combinaison de panne de carburant aggravera la situation des foyers. Aujourd'hui, vendredi, combinaison de panne dans les foyers aujourd'hui, combinaison de panne dues au manque de carburant. Cela aggravera la situation pour des millions de foyers. Cela aggravera les foyers aujourd'hui, les pannes de manque de foyers aujourd'hui. Cela touchera les foyers aujourd'hui, la combinaison de cela aggravera les foyers. Jour de vendredi, panne de carburant dans les foyers. Aujourd'hui, vendredi, la combinaison des pannes de carburant aggravera la situation des foyers ce vendredi. La combinaison des pannes de carburant aggravera les foyers aujourd'hui, vendredi. La combinaison aggravera celle du vendredi. La combinaison de panne de carburant aggravera celle des foyers d'aujourd'hui. Foyers. Ce vendredi, les pannes aggravent les foyers. Aujourd'hui, vendredi, la combinaison de carburant aggravera la situation des foyers. 100%. Ça dépend. C'est-à-dire pour pouvoir survivre à la guerre parce que c'est devenu ça. Autrement dit, ce que Vladimir Poutine a fait après l'échec de son plan avec l'Ukraine. Constatant que cela durait plus que prévu, ils ont pris une mesure économique. Ils disaient que l'économie s'effondrerait, sauf si on la fonde sur la guerre. Donc, tout tourne autour de la guerre, tout est militarisé. Oui, ou bien la survie du pays dépend-elle d'être en guerre? Si la guerre se termine, l'économie s'effondre. Il faudrait, selon les économistes, environ 5 à 10 ans pour sortir de cette économie de guerre et la transformer en autre chose.
Oui, c'est très compliqué en ce moment, vraiment en ce moment. Ce qui attend la Russie, bon, il n'y a pas d'autre option, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais je le répète, la Russie n'a d'autre choix que la guerre. Si quelqu'un pense que tout cela va se terminer demain, dans un mois, dans un an, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Si la guerre en Ukraine finit, une autre commencera-t-elle avec l'Europe ou quelqu'un d'autre. Mais la guerre avec la Russie ne peut finir. Point final, il n'y a pas moyen. Il peut y avoir une pause, il se peut que ça se calme pendant quelques mois, mais la guerre doit continuer. Trop de personnes là-bas en dépendent. Va-t-il manger pour vivre ? Qu'ils continuent à produire et utiliser plus de munitions et leurs missiles. Parce que sinon, l'économie que cela implique, alors est-ce un changement de régime total ? C'est aussi une option, mais tant que Poutine poursuit la guerre, il continuera avec l'Ukraine, l'Europe, qui tu veux, non ? C'est ce point-là que, soudain, on ne comprend pas. C'est une économie entièrement axée là-dessus. C'était le grand risque. C'est pour ça qu'on lui disait « Écoute, ne prends pas ce chemin, parce que si tu t'engages là-dedans, il ne te restera pas d'autre choix que de rester en conflit. » D'ici à la réalité, disons, tu ne peux pas transformer l'économie, oui, combien de temps ça prendrait ? Le plus rapidement possible ? 5 ans, mais normalement il faudrait 10 ans pour finir de transformer à nouveau. Revenir à une économie fondée sur d'autres produits. Non, ça ne préoccupe pas seulement l'Europe. Ça préoccupe la Chine, ça préoccupe le Kazakhstan, ça préoccupe tous les pays qui sont autour. Ils n'aiment pas voir ça, parce que quand un pays dépend, disait hier l'un des généraux russes, il disait que quand un soldat russe prend ou marche sur un autre territoire, ce territoire devient la Russie. Non, je le dis, cette phrase que dit ce général russe, parce que c'est la mentalité qu'ils ont. Ah, donc si j'arrive et marche sur ton territoire, il devient à moi. Alors c'est cette approche qu'ils ont. Si c'est cette approche, eh bien si j'étais le voisin, si j'étais la Pologne, c'est un pays de l'OTAN, si j'étais l'Estonie ou un autre, je serais évidemment préoccupé et en train de me préparer. Et ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire, s'il y a une guerre actuellement, vous dites que ils ont échoué en Ukraine, ils échoueront aussi face à l'OTAN. Le truc, c'est que, s'ils pouvaient vraiment faire la guerre, mais largement contre les Européens, et s'ils pouvaient le faire en ce moment, ça a été difficile. L'Ukraine, oui, mais c'est aussi vrai. Les caractéristiques de l'Ukraine, regarde les caractéristiques de son territoire, de son étendue. De ce qu'ils ont préparé pour le sujet, c'est un pays qui avait déjà des problèmes avec eux depuis 2014. Mais ici en Lituanie, en Pologne, dans d'autres pays, non, où ils n'ont pas vraiment eu de guerre depuis longtemps, ils ont soutenu des missions de l'OTAN dans certains endroits, mais ils n'ont pas d'expérience de guerre réelle. Et la Russie, oui, donc ce qu'elle a combattu en Ukraine, il se peut qu'elle ne le combatte pas dans d'autres pays de l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle pourrait entrer dans l'OTAN et tout détruire. Et surtout en pensant que les États-Unis sont encore vivants. C'est-à-dire les États-Unis, pour commencer, ont commencé à retirer des soldats depuis déjà quelques années. Avec Trump, le retrait des troupes s'est accéléré, les États-Unis se retirant de plus en plus. Avec les commentaires de Trump, je pense qu'il interviendrait dans le conflit, mais pas de façon significative. Ce que dit Trump dans ses derniers commentaires, c'est qu'il veut voir l'Europe être capable de se défendre toute seule. N'est-ce pas ? Il dit qu'il ne va pas soutenir, mais il sous-entend que tu pourrais ne pas faire d'efforts, toi ? Alors ? Il y a beaucoup de choses dont l'OTAN est évidemment préoccupée, et bien sûr, c'est un pays puissant. Je veux dire, non, il ne faut pas penser que parce que avec l'Ukraine, ça a été difficile, ça va être difficile. L'OTAN, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le cas, elle peut avoir beaucoup de ressources. Mais l'OTAN n'a pas l'expérience que possède la Russie, ni les ambitions que la Russie porte. Alors, faites attention à ça, d'accord ? À ne pas se tromper. « Salut Sam, dit Léonard, comment vas-tu ?»« Très bien, Diane, comment vas-tu ?» dit-il. « Les guerres du futur seront causées par le manque d'eau. Ici où je vis, nous payons énormément pour l'eau, c'est une somme très élevée, tous les 2 mois. Dis donc, José, mais c'est bizarre, non ? José, tu as pourtant beaucoup d'eau, vous avez de bons réservoirs, c'est étrange. Où va toute cette eau ?
Est-ce que ce ne serait pas que l'eau est utilisée pour les technologies et des choses comme ça? C'est parce qu'il y a de l'eau, il y en a en abondance et il y a même de la capacité en plus. Étant donné que la Californie est un État aussi riche, ça me paraît encore plus étrange, non? Je veux dire, est-ce que ce ne serait pas ça? Est-ce qu'on n'utilise pas trop d'eau dans les domaines de la technologie? Toute cette question me semble étrange. Et avec d'autres régions en sécheresse, et donc il ne manque pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie d'eau, l'eau n'est pas chère, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je trouve ça curieux, surtout en pensant que c'est un État très riche, non? C'est-à-dire, pareil, je ne sais pas comment ils consomment l'eau, non? Ces méga serveurs, ce genre de choses qu'ils envisagent déjà d'emmener vers la mer ou dans l'espace, rien de tout ça. C'est-à-dire, c'est une dépense énergétique énorme et une consommation d'eau énorme. Donc les emmener à la mer ou dans l'espace, en théorie, c'est pour fait de... Ça résout le problème, au moins ça le diminue un peu. Il dit que c'est étrange, il ne savait pas que les Israéliens avaient cette façon de penser. Il dit « Pardon, avec eux, il ne s'agit pas forcément d'un soldat, dit-il. Comment? Salut, ça va? Lyon? Très bien, il dit. Non, la Russie n'a vraiment pas pu. Et la Russie est en ruine. Il dit oui, elle n'a pas pu, c'est vrai. Et elle a une économie en crise. Ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, oui, c'est grave. Elle n'a pas pu avancer. J'insiste surtout à cause des caractéristiques du type de combat que la Russie mène et du type de renseignement que possède la Russie, qui est très bon. C'est-à-dire qu'elle a un niveau de renseignement vraiment élevé. Ce Bouddha n'a pas fait un travail énorme, mais non, ce n'est pas Bouddha, non, c'est juste, ce sont des décennies, et là-bas ce sont des décennies, de préparation. Et il faut se rappeler que, le renseignement qu'avait l'Union des républiques socialistes soviétiques était en grande partie composé d'Ukrainiens. Alors, ils connaissent le sujet, ils savent comment on pense en Russie, et cela a permis, qu'ils puissent apporter une réponse, non. Il dit « L'eau, c'est l'or transparent ». Il demande « Comment tu vas ?»« Salutations, très bien. »« Et toi ?» Il dit « Ils ne pourront pas vaincre le maître de l'ambiguïté stratégique, dit-il. Ce ne sont que des fils à papa, ils vont contre un maître d'échecs, dit-il. » Dit Draper, il est clairement pro-Poutine, il l'a toujours été. « Salut Draper, comment vas-tu ?»« Mais ton petit cœur pro-Poutine ne te laisse pas voir. Peut-être l'effet concret, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que ce n'est pas un maître, tu vois. De l'ambiguïté, mais de là à dire « Le porter à ce niveau me semble exagéré, non ?»« Salut Draper, dit-il. Sadi, comment vas-tu? Tout va bien ?»« Bonjour Sadi. Quoi de neuf, Ruben ?» Et la Russie ne pourrait pas battre la Finlande ou la Pologne. La Finlande bénéficierait du soutien direct de 5 pays, et la Pologne de celui de l'Allemagne et de la France. De toute façon, la Pologne, moi je pense vraiment qu'elle pourrait se battre. Vraiment la Pologne... Oui, définitivement. Je ne comprends pas bien si la Lettonie, la Lituanie, etc. pourraient le faire. Mais toute l'OTAN est présente, non? N'importe lequel de ces pays, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays-là ont le soutien direct de toute l'OTAN, n'est-ce pas? Donc ici, le problème est de savoir si le soutien direct de l'OTAN implique le soutien des États-Unis ou non. C'est que ce n'est plus clair en ce moment avec ce Trump. Selon la loi, ils doivent intervenir. Et si les États-Unis interviennent, c'est autre chose, à un autre niveau. Mais s'ils n'interviennent pas, là ce serait vraiment étrange, n'est-ce pas? Maintenant, le niveau de préparation des Lituaniens, des Estoniens, leur niveau est très élevé, de préparation bien plus élevé que celui des Russes. Même s'ils n'ont pas d'expérience, ils ont un niveau de préparation bien plus avancé. Ils ont un équipement bien plus avancé. La Russie, on les a vus sur des images, ils se déplacent parfois à dos d'âne, non. C'est-à-dire cela montre un manque de ressources énorme. Mais si tu les laisses grandir 2 ou 3 ans, cela devient un problème. Il s'agit surtout de construction commerciale et résidentielle, mais aussi de technologie, d'accord? Donc une hausse. Je pensais le contraire, je croyais même qu'on avait presque cessé d'en produire. D'après ce que nous avons vu, beaucoup de gens partent à cause des coûts. Je pensais que ça allait diminuer. Il faudrait vérifier les données sur l'évolution du secteur de la construction, mais selon moi, la technologie est très coûteuse. En ce qui concerne la question de l'eau, il existe différents calculs sur la quantité consommée chaque fois que tu poses une question, par exemple, à une intelligence artificielle. Donc je dis, on n'en dépense pas, on utilise juste un type d'eau.
Parce que dépenser, c'est quelque chose qui disparaît pour toujours. Mais ici, ce n'est pas une dépense. Ici, c'est, dans tous les cas, une utilisation qui nécessite maintenant un traitement, dans ce cas de l'eau. C'est pour ça que la préoccupation en ce moment pour la Californie, j'imagine, c'est de se demander si on n'a pas assez d'eau. Comment allons-nous avoir tous ces serveurs et toutes ces choses? Non. Il dit « La Russie peine à poursuivre la guerre contre l'Ukraine et ne peut ouvrir d'autres fronts. Encore moins qu'ils doivent survoler l'espace de l'OTAN ou le Pacifique sans être interceptés, dit Darwin. Comment va Darwin? Je pense que ce serait très compliqué pour lui, mais en ce moment, avec l'OTAN telle qu'elle est, c'est un ennemi considérable. Mais même s'il n'a pas de progrès, Mais la notion de progression n'est pas forcément liée à la Terre. Ça peut aussi être avec des armes atomiques, parce qu'avec le prétexte de « Ah, c'est un problème existentiel », non? C'est-à-dire, ils veulent nous faire disparaître, et alors la menace nucléaire peut commencer, non? Donc déjà à partir de là. Et si l'OTAN n'est pas prête, en parlant de nucléaire, c'est très compliqué, donc il pourrait y avoir une guerre totale. Parce que dans ce cas, il n'y a que la France. Et la France a ouvert la porte à ceux de l'OTAN et leur a dit de faire « Allons-y ». Distribuer les armes atomiques que j'ai dans différents pays. Et il semble que cela va vraiment arriver. C'est-à-dire, il semble que le plan continue, qu'il est toujours en cours. Si cela arrive, alors ça augmente la probabilité et on commence à dire « Ok, c'est bon ». L'OTAN n'a pas seulement la force qu'elle possède, elle a plus de soldats que la Russie au total. Elle a un budget bien plus important que la Russie. Dans ce sens, si nous sommes plus avancés, elle a une préparation technologique bien supérieure et toutes sortes d'avantages. La partie qui n'a pas l'arme nucléaire, en gros, c'est ça la grande différence réelle. Donc si tu as les armes nucléaires de la France et des États-Unis, eh bien là c'est une autre différence. Les États-Unis, il me semble, un peu s'écarter. Et c'est pour ça que tu ne peux pas dépendre uniquement des États-Unis. Dans certains cas, ils disent « Je suis trop éloigné du sujet, je ne m'en mêle pas ». Et donc, il faut se débrouiller, non? C'est ça le problème que je vois avec la situation actuelle en parlant franchement, parce que c'est comme ça. À la fin, ils ont laissé le leadership de l'OTAN aux États-Unis, ils l'ont laissé là, et maintenant qu'on a besoin de leadership, eh bien il n'y en a pas. Non, c'est la réalité, non? Et donc c'est pour ça que la France peut prendre le relais dans ce sens, non? Il dit. Ça dit comment vas-tu? Il dit. La Californie a connu de nombreuses années de sécheresse, tu dis que c'est correct, c'est correct? Bon, eh bien, allons-y, non? On revient bientôt avec plus d'informations sur le monde et l'Atlas pour voir les nouveautés. Et en attendant, eh bien, on continue à discuter tout à l'heure, il est possible qu'on soit en direct depuis l'extérieur. Salut, portez-vous bien, à bientôt. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct. Où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.